Max Keddy. Max Keddy, supermarché. Elle est prévue depuis le début. Quand on a un date, petit conseil, demandez à regarder l'algo des gens. S'il y a 50 Shades, violence et Raphaël Nadal, c'est pas ce que tu crois. Du coup, ces derniers temps, je trouve quand même que la qualité globale a baissé. Bonjour à toutes et bonjour à tous, histoire de vengeance ou stalker obsessionnel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés comme chaque semaine, notre repris de justesse des plateformes, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Original. Bonjour Gauthier. Salut les originaux, je suis très content de vous retrouver. Comme d'habitude, j'espère que t'as préparé une intro de ouf à Johan parce que on avait promis l'intro de ouf à Johan. Merci parce que j'attends, parce que là il a eu un joli truc avec de justesse, j'attends de voir si je suis traité au même niveau ou si je suis une petite merde. Johan Sardet, journaliste cinéma et séries indépendant qu'on peut notamment lire chez Just Watch France. C'est nul ça. Mais non, cette fois j'ai réussi à tout dire, toutes les syllabes dans le bon ordre. Ah oui, c'est pas mal. Bonjour Johan. Pour une fois il t'a pas dégueulassé. Semaine prochaine, un jeu de mots. Un jeu de mots. Tu me rajoutes un petit jeu. Je prends le truc. Et notre invité du jour, Emmanuel Raspiengas, on dit comme ça ? On dit Raspienjas, désolé, Ah, mais c'est pas grave, tu vois, on aurait dû le réviser ça. Emmanuel Raspienjas, tu es journaliste indépendant et critique notamment chez Positif. Tout à fait. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui justement, on va parler de quoi ? On va parler de Cape Fear, un thriller psychologique et judiciaire, la nouvelle adaptation en série de Cape Fear, plus connue en France sous le nom Les Nerfs à vif. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les Pieds dans le plat. De quoi on nous parle, monsieur Gauthier, aujourd'hui ? On va dire les vrais trucs, comme d'habitude, et on va dire les vrais trucs sur la position de Thierry Frémaux, qui est donc délégué général du Festival de Cannes, et qui avait dit en 2018 que les films de plateforme, ils viendraient plus au Festival de Cannes. Et je pense qu'en 2026, on peut faire un bilan de ça en se disant qu'il va avoir éternellement tort. C'est une belle position à tenir, mais il ne pourra pas la tenir parce que les films et l'industrie ont changé. Et voilà, on va parler de ça ensemble. John Travolta acquiesce. Après, juste si je peux dire, il avait surtout dit qu'il était prêt à en prendre s'il y avait un engagement de la part des plateformes de le sortir en salle. Ce qui revenait à leur refermer la porte, effectivement. Mais justement, voilà. On va en parler, mais le pari initial, c'était de dire les films seront pris s'il y a une sortie en salle dans le pays concerné. Voilà. Et je crois que tout ça est caduc. Oui, malheureusement. Clairement. Ouais. Johan, tu nous feras ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et est-ce que c'est une semaine chargée ? On est surtout très content qu'il y ait un Jason Statham surprise. Voilà, c'est ça la bonne surprise de cet agenda. Jason Statham surprise, c'est toujours une sacrée surprise. Exactement. C'est un peu une claque à chaque fois. Et on terminera évidemment par l'interview Originals de notre invité en toute fin d'émission. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinématiseur. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la puce écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et oui, ça vient de tomber. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors ça tombe sur Prime Video cette fois, puisque la nouvelle adaptation des Maîtres de l'Univers ne trouvera pas le chemin des salles obscures. Et vous connaissez, je pense, la franchise de jouets créée par l'entreprise Mattel, les Maîtres de l'Univers ou Musclor sous nos latitudes, qui aurait dû s'inscrire donc dans les agendas des sorties ciné de l'année, même de l'été. Et ce film, Les Maîtres de l'Univers, il avait tout d'un gros blockbuster de l'été, celui dont les rêvent les producteurs hollywoodiens. Et on rappelle que c'est un divertissement évidemment d'heroic fantasy épique adapté de l'univers culte de cette gamme de jouets, et ça parle particulièrement aux enfants de la génération des années 80. Il y a plusieurs séries, dessins animés, etc. Et bien il y aura maintenant un direct to Prime Video en France. Il y avait aussi un film avec Dolph Lundgren, il y avait 1987. Tout à fait. N'oublions pas. Et alors on se rappelle que évidemment c'est pas la première fois que ça arrive, puisque R avec Ben Affleck et Matt Damon ou Un prince à New York 2 porté par Eddie Murphy avaient tous les deux été plutôt des succès en salle aux États-Unis, mais ils sont arrivés directement sur Prime Video en France. Pourquoi ? Évidemment, ils sont sûrs de leur succès sur le territoire américain, mais les studios sont un petit peu plus prudents en ce qui concerne le reste du monde, et donc on va éviter d'investir trop dans le marketing pour accompagner une sortie en salle qui est datée au 5 juin aux États-Unis, mais pas du tout de date, justement, sur Prime Video en France. Ouais, et puis ça s'inscrit en fait dans un truc justement très américain.
En fait, Musclor. Donc, en fait, je crois qu'on est le seul pays au monde où il a un autre nom que He-Man. Donc, voilà, cette espèce de monsieur qui a un glaive qui se transforme, tout ça. Et en fait, c'est quand même une franchise très américaine. Nous, on a grandi avec. Donc, en fait, c'est quelque chose qui nous parle. Mais la série, elle a duré que de 83 à 87, si je me trompe pas. Et en fait, ou 85, pardon. Et depuis, en fait, en France, ça marche pas du tout. Il y a eu plusieurs reboots, plusieurs gammes de jouets, et en fait c'est un truc qui est devenu vraiment collectionneur geek. Donc en fait, de mettre beaucoup de pognon pour sortir ça en salle, quand tu vois que des films comme Mortal Kombat 2, G.I. Joe, il y avait eu Power Rangers aussi, qui sont un peu des franchises très américaines, se mangent le mur du box-office. Bon bah en fait c'est peut-être pas plus mal. Il y avait eu Dragon Ball Z aussi. Ouais, le Dragon Ball Z, exactement. Mais voilà, donc en fait c'est des franchises qui arrivent pas à passer le cap de la sortie cinéma chez nous. C'est dommage, j'aurais bien emmené mon fils aller voir ça pour lui montrer que à une époque on était tellement premier degré qu'il y avait des super-héros qui s'appelaient Musclor et qui se battaient contre Skeletor en slip. Et en slip, et que en plus Musclor c'est pas un si mauvais nom que ça, parce que effectivement dans sa version originale il s'appelle He-Man. He-Man, c'est pas mal. Ouais, quand même, hein, j'aime bien la redondance. Voilà. Man. Oui. Mais je serais curieux de voir quand il va sortir sur Prime si la VF va l'appeler Musclor. Est-ce qu'ils vont respecter le truc, le lore original, ou est-ce qu'on va franciser ça jusqu'au bout? Parce qu'en 2026, un mec qui s'appelle Musclor, c'est pas possible. Ça serait la moindre des choses. Quand même, je pense qu'ils vont respecter ça. Non, par contre, ce qui est drôle, c'est que aux États-Unis, visiblement, Grogu et machin. Mandalorian, ont été virés des salles beaucoup plus rapidement que prévu pour faire de la place pour ce film-là, qui manifestement va beaucoup plus marcher que Grogu, qui est pour l'instant un gros échec. Ouais. Un ratage. Alors attention, ça vient de tomber là aussi. Ah, encore un truc qui tombe. Et cette fois, on ne sait pas trop où. Encore. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est une news à chapitre. Le premier chapitre, c'est du film culte en série, une histoire de succession. Vous allez voir. Puisque après Bates Motel, ce sont les oiseaux de Hitchcock qui vont pointer le bout de leurs ailes en série. Ce sera produit par Universal International Studios. Et c'est une nouvelle version, mini-série, scénarisée par Tom Spezialy. Désolé, aujourd'hui, c'est pas le jour où je prononce bien les noms. J'espère que c'est un spécialiste des oiseaux. C'est nul. En tout cas, c'est un scénariste. C'est un scénariste notamment de Ash vs Evil Dead, de The Leftover, de Code Lysa ou de Blade Runner 2099. Et alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une histoire de succession ? Parce que le rôle titre sera campé par Sarah Snook, qu'on avait vu notamment dans la série Succession. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a à attendre de cette nouvelle version? Eh bien, un discours autour du réchauffement climatique, puisque là, les oiseaux seraient un petit peu chahutés par l'action humaine et les conséquences de la crise climatique. Ouais, enfin, dans la longue liste de films que je voulais pas voir adaptés en série, il y avait peut-être les oiseaux. Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Enfin, un film qui est par principe un happening, si tu les tires en série, évidemment, tu vas être tenté d'expliquer les choses, et c'est un peu dommage. Et là, cette fois, donc je vous disais que c'est une news à chapitre. Le deuxième chapitre, ça s'appelle du film culte en série, une histoire de tentation. Cette fois, on est sur HBO Max. Et qu'est-ce qui se passe sur HBO Max ? Alors, petit cours d'histoire, en 87, il y avait un film de Alan Parker qui s'appelait Angel Heart. Et dans ce film-là, on pouvait retrouver pas mal de gueules cassées et d'acteurs de talent, notamment Mickey Rourke, Robert De Niro, Charlotte Rampling ou Lisa Bonet. Et dans ce film-là, encore une fois, qui est, je le rappelle, une sorte d'hybride entre le polar et le film fantastique, et même le cauchemar ésotérique, on a eu un petit, comme ça, condensé de film qui a fait un énorme bid à sa sortie, et qui est devenu culte par la suite. Ouais. Voilà, puisque on quitte la grande ville pour aller dans les bayous, etc. Et on a ce personnage, donc, cette opposition entre Mickey Rourke et Robert De Niro. Et bien cette fois, à la place de Mickey Rourke, on aura Zac Efron. Ah bah oui, c'est un très bon remplacement de Mickey Rourke, Zac Efron. C'est le premier truc qui te vient en tête d'ailleurs quand tu dis si j'ai pas de Mickey Rourke, qui je vais prendre? Alors attention, je savais que vous allez réagir comme ça, mais on se souvient quand même que derrière Zac Efron, il y a aussi eu son rôle dans Iron Claw, il y a aussi eu Extremely Wicked où il jouait ce tueur abominable dont j'ai mangé le nom. Ted Bundy. Ted Bundy, voilà, tout à fait. Donc pourquoi pas au final, voilà, le rôle qui était campé par De Niro, lui, n'a pas été encore
remplacer officiellement. Ah non, mais chouette acteur, hein, Zac Efron. Je dis juste que pour remplacer Mickey Rourke, c'était peut-être pas le premier nom. Il a lui aussi un rapport un peu compliqué là de ces derniers temps avec son visage. Ah oui, c'est vrai. Dont il a parlé en plus lui assez ouvertement. Tout à fait. Donc voilà, il y a peut-être un lien. Et juste préciser, si vous n'avez pas vu Angel Heart, comme tu l'as très bien décrit, mais le personnage de Niro dedans s'appelle Louis Cypher. Voilà, ça dit tout du film. Ah oui. Voilà. C'est vrai que c'est relou à ce point-là. Attends, c'est Louis ou c'est Lou? Je crois que c'est Lou en c'est plus. Lou, C'est Lou Cypher. Et les types te font semblant de créer un suspense sur mais qui est cette personne? Cache-t-il peut-être une autre personnalité? D'autant plus que le héros, je crois qu'il s'appelle quelque chose Angel, donc il y a vraiment un rapport. On a compris. Voilà. Sinon, très rapidement, on en a parlé cette semaine. Il y a aussi une série sur Moriarty, mais pas encore de plateforme. Alors, il n'y a pas encore de réal et il n'y a pas encore d'acteur. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous en parle vite fait. On n'a rien. On a un pitch par contre qui rappelle un petit peu quelque chose. Peut-être Holmes et Watson, mais aussi la série Hannibal. Puisque cette fois, on va raconter la manière dont Moriarty, qui est professeur dans la prestigieuse université de Durham, gère secrètement les plus grands projets criminels du pays. Alors qu'il est confronté à un rival et il sera contraint de s'associer à la police pour laquelle il deviendra consultant. Voilà. Est-ce que c'est lié à la série Young Sherlock ou pas du tout. Ce n'est ni lié à ça, ni au film de Guy Ritchie, ni à Benedict Cumberbatch, tout ça. Enfin, voilà. Rien du tout. Okay. Et sinon, j'ai une petite rumeur, si vous voulez. Ouais. Nicolas Cage est en pourparlers pour rejoindre la saison 5 de True Detective. Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà. À chaque fois qu'une phrase commence par Nicolas Cage, on est content. Ce sera tout pour les news aujourd'hui. Je vous propose d'enchaîner directement avec notre gros plan de la semaine. Et cette semaine, comme on le disait en ouverture, on va parler de la nouvelle adaptation de Cape Fear. Alors, Cape Fear, comme ça parle pas forcément à beaucoup de monde, mais il faut vous dire que c'est une revisite du classique du film de suspense, avec une approche un peu plus contemporaine, centrée sur les traumatismes, la culpabilité et la vengeance. C'est une série qui entend moderniser le matériau original en y injectant des thématiques actuelles, comme la manipulation médiatique et les angoisses liées au numérique. Alors, c'est pas la première fois que c'est une adaptation d'un roman qui s'appelait The Executioners de John D. MacDonald, puisqu'on a eu un film en 62. Dans ce film-là, notamment, qui était réalisé par Lee Thompson, on avait Robert Mitchum, on avait Gregory Peck, on avait Polly Bergen et Laurie Martin. Et il y a eu un film, évidemment, que celui-là, on a plus en tête, c'est celui de 91, réalisé par Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange ou Juliette Lewis. Et le petit détail qu'il faut savoir, c'était que dans le film de 91, eh bien Gregory Peck, Robert Mitchum ou Martin Balsam, qui jouait l'inspecteur, ils font une petite apparition, voilà. Et là, cette fois... Enfin, même plus que des petites apparitions, c'est pas des caméos, ils ont vraiment des rôles. Ils ont vraiment des rôles. Et là, le petit truc en plus, c'est que Martin Scorsese y revient, mais cette fois en tant que producteur, et accompagné notamment par Steven Spielberg, donc producteur exécutif tous les deux, dans cette nouvelle adaptation. Laissez-moi vous poser une question. Votre plus grande peur, qu'est-ce que c'est ? Max Cady a été libéré, il est sorti de prison. C'est quoi le rapport avec nous ? Max Cady a purgé 17 ans pour un meurtre commis par quelqu'un d'autre. C'était toi son avocate ? Ou alors... Moi aussi, j'avais une belle vie. Vous avez peur de moi ? L'histoire, c'est quoi ? C'est que lorsque le dangereux Max Cady sort de prison après de longues années d'incarcération, il revient hanter Anna et Tom Bowden, deux avocats qu'il considère responsables de son triste destin. Alors que son obsession grandit, leur famille se retrouve plongée dans un jeu psychologique de plus en plus inquiétant. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? On a vu cette série en avance, donc adaptation des nerfs à vif, je le répète. Gauthier, tu nous as encouragé dans nos conversations privées à aller jusqu'au bout de cette série. J'en déduis que ça t'a tapé un petit peu dans la rétine ? Ouais, moi je suis peut-être le plus convaincu d'entre vous. Moi dès le premier épisode, je me suis dit waouh, au fait c'est très très malin de reprendre ce truc-là en série. C'est très malin de confier le rôle du psychopathe à Javier Bardem, qui est très compétent pour marcher sur ce fil. C'est un fil qui est compliqué parce que le psychopathe des nerfs à vif, qui avait été incarné donc par Robert Mitchum avant et par Robert De Niro ensuite,
c'est un rôle où il faut être plus vrai que nature. C'est pas ça que je cherche. C'est Bigger Than Life. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que c'est un méchant qui est pas crédible tellement il est méchant. Mais en même temps, tu peux pas le jouer à la Tex Avery, sinon ça va rendre le truc ridicule, si tu veux. Donc il faut que tu sois beaucoup trop méchant pour être vrai, et en même temps que tu restes terrifiant. Une partition un petit peu difficile à jouer, mais que Javier Bardem tient super bien. Et donc, moi, je suis allé... Enfin, on nous a donné 8 épisodes sur 10 à voir. J'ai vu les 8 épisodes en me disant c'est très, très malin. Et ça fait vraiment peur, quoi. Yoann, c'est pas la première fois qu'on voit Javier Bardem dans un rôle inquiétant. Non, évidemment, il y a No Country for Old Men et je sais qu'Emmanuel, voilà, il pourra en parler mieux que moi. Voilà, c'est un de ses méchants marquants et de ses films cultes. Mais non, Javier, en fait, c'est hyper dur de passer après, comme tu dis, après Mitchum et après De Niro. Surtout que De Niro, il avait donné une espèce de Max Cady monstrueux, couvert de tatouages, qui était presque un diable incarné encore. Un autre Louis Cypher, quoi. Et là, en fait, il arrive à proposer autre chose. Et c'est vachement intéressant, il a un côté très vénéneux. Oui. Là, il s'infiltre tout doucement, il a un côté presque un peu comme un serpent, en fait, et il est toujours à la limite, justement, c'est la force du personnage de Max Cady, c'est qu'en fait, il est toujours à la limite de la loi, donc en fait, il va jamais aller trop loin, il va te faire tomber dans la paranoïa, dans plein de... il le fait vachement bien. Il fait toujours un gros câlin et en fait, il est en train de t'étouffer, bien sûr, c'est un serpent, c'est très fort. Je rappelle qu'au casting, on retrouve aussi Amy Adams, Patrick Wilson, notamment. J'avais une question comme ça. Attends, excuse-moi, tu parlais tout à l'heure des caméos dans le film de Scorsese, on retrouve Juliette Lewis. Qui fait une apparition. Qui a un rôle assez important. Mais ouais, il rejoue à nouveau l'idée de passerelle entre chaque film et tout. Donc elle, c'est la revenante, entre guillemets, du film de 91. Comment cette adaptation, pour vous, elle parvient à moderniser les thèmes du récit original pour un public peut-être un peu plus contemporain ? Il y a un truc, moi, que je trouve assez malin dans la série. Donc je suis peut-être pas aussi fan que Gauthier, hein. Moi j'ai quand même pas mal de réserves, mais non, parmi les détails que je trouve intéressants, bon, évidemment il y a l'irruption pour la première fois dans ces 3 films, dans cette trilogie officieuse, c'est l'irruption bien entendu des portables, des nouveaux médias, du numérique, tout ça, mais même tu vois tous ces petits médias assez putassiers qui cherchent les TMZ, les blogueurs, les blogueurs qui cherchent vraiment les trucs crapoteux. Mais par contre, non, moi il y a un détail que j'aime bien, c'est que donc Max Cady sort de prison, il est innocenté pour ce qu'il a fait ou pas fait, c'est-à-dire tuer sa femme, et en fait il est suivi très vite par une équipe de tournage de Netflix qui veut faire un documentaire true crime, et je trouve que ce petit détail-là est assez amusant, quoi, sur le côté pour rappeler à quel point maintenant c'est devenu un des formats phares des documentaires sur les plateformes, ces trucs de true crime qui sont généralement pas des très bons documentaires esthétiquement, mais c'est devenu la drogue des gens qui s'emmerdent un soir sur Netflix et se disent tiens, qu'est-ce que je vais regarder, j'ai envie de me faire peur avec une vraie histoire. Donc ça, en termes de modernisation, je trouve que c'est assez bien amené parce que c'est pas trop appuyé, et en même temps ça dit quelque chose aussi de notre goût pour les histoires glauques, pour les trucs creepy qu'on regarde bien au chaud dans notre canapé. Donc ça marche assez bien, ouais, quand même. Et ça me fait penser d'ailleurs que je l'ai pas dit, je crois, mais c'est disponible sur Apple TV, en l'occurrence. Comment ce personnage de Max Cady, qu'on a un petit peu décrit, il exploite pour vous les failles morales des autres personnages ? Ce qui est quand même un personnage qui met le doigt là où ça gratouille. Ouais. Alors moi, la faille morale qu'il exploite le plus et qui me réjouit à chaque fois que je tombe sur une version des nerfs à vif, c'est que les nerfs à vif, c'est ça qu'il faut comprendre et qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est la quintessence du film de vengeance, mais inversé par rapport à ce qu'on attend du film de vengeance habituellement. C'est-à-dire que c'est pas du tout un héros qui se venge et qui va se faire justice à lui-même, c'est le contraire. C'est un méchant très très méchant qui va essayer de se venger d'une famille qui lui a fait du tort et qui est présentée habituellement comme étant les gentils. Mais là, pour une fois, cette série a le temps et l'intelligence de nous montrer que les gentils, qui sont donc Patrick Wilson et Amy Adams et leurs enfants, en fait, c'est un peu des raclures de bidet quand même, eux-mêmes, quoi. Donc, il y a un vernis de la famille parfaite qui se craquait la série. Mais l'image de la famille n'arrête pas de se dégringoler au fur et à mesure des versions. C'est-à-dire que dans 62, c'est une famille très hyper lisse, beaucoup trop lisse d'ailleurs, où ils chantent des chansons entre eux autour de la table, machin. Scorsese, lui, disait... 91, Nick Nolte et Jessica Lange, ils sont
plus si lisse que ça. Parce que Scorsese l'a voulu comme ça, c'est-à-dire que il expliquait qu'il y avait eu 24 versions du scénario et que lui, quand Spielberg lui a amené, avait dit je déteste le scénario, la famille, j'en ai rien à foutre, j'ai envie qu'il crève. Moi, j'ai de l'empathie pour Max Cady, pas pour eux. Et Spielberg lui a fait mais fais ce que tu veux, tu peux tout réécrire si tu veux, pas de problème. Et là, il avait mis en place tout un truc de culpabilité de Nick Nolte, sa famille, en fait, sa femme et sa fille méprisaient Nick Nolte. Et là, on franchit encore un cap avec, là, pour le coup, effectivement, comme tu dis, une famille qui est peut-être pas aussi méchante que Max Cady, mais qui a quand même des gros dossiers, des gros squelettes dans le placard. Et c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que j'en ai fait l'expérience, donc je peux vous dire qu'au bout de 8 épisodes, on sait plus très bien en tant que spectateur qui on a envie de voir triompher de ce truc-là, quoi. J'avais une question sur justement la notion de justice et ses limites, mais je vous venais d'y répondre. Donc je vais plus vous amener directement du côté de la mise en scène. Est-ce que pour vous, la mise en scène participe à créer un climat de tension ? J'imagine que oui, mais comment ? Alors moi, je vais laisser mes confrères plus détaillés. Moi, j'ai trouvé ça un peu lourdingue, la mise en scène. J'ai trouvé très, très, très appuyé. Alors, oh là là, une voiture noire suit quelqu'un. Oh là là, on suit le mec de dos à un moment. Je trouve que ça surutilise des poncifs de mise en scène. Voilà, c'est un peu au stabilo, quoi. Moi, c'est la fin du pilote qui m'a... elle est en même temps saisissante parce que je trouve qu'elle fonctionne. Mais quand il y a un moment, tu te regardes en train de regarder... tu vois des extraits que tu as déjà vus de l'épisode, des petits moments flash, au moment où Amy Adams percute, et là on est vraiment dans la caricature, la quintessence du méchant qui rigole avec un rire abominable en regard caméra, et il le fait très bien, mais il y a vraiment quelque chose du cliché. Oui, mais cette scène-là, elle est différente de la. C'est une reprise d'une scène qu'on a vue 10 minutes avant. Mais elle rajoute des trucs. Voilà, ouais. Et en fait, c'est un truc où tu sais pas. Enfin, tu vois que c'est elle qui réinterprète la scène, etc. Mais je suis d'accord, oui, c'est appuyé. Elle est sur le fil, quoi. Ouais, mais je trouve qu'elle marche bien parce que sinon, je suis assez d'accord avec Yohan sur la lourdeur globale de Alors, la. c'est très très lourd, c'est sûr. Mais en même temps, c'est le jeu. Enfin, voilà, quand tu vois le matériau de départ, en tout cas du Scorsese. On a l'impression qu'on a dit au réalisateur de la série, les gars, c'est buffet à volonté. Donc vous faites à mort, quoi. Vous faites cinéma classique, vous faites clin d'œil à Scorsese, vous faites tous les trucs les plus lourdingues, vous faites tout. Il y a même un moment, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5, où il y a on refait la scène où De Niro était mort de rire devant un film dans un cinéma. Bien sûr, oui. Sauf que là, c'est plus Javier Bardem, c'est une jeune femme qui serait la fille de Max Cady ou pas, on sait pas et tout. Donc, enfin, il y a des clins d'œil qui vont dans tous les sens, mais c'est totalement assumé. Alors après, on peut trouver ça indigeste, je le comprends tout à fait, mais je trouve qu'on trouve ça moins indigeste quand on comprend que ils savent, ils sont au courant que c'est relou, mais ils se font plaisir à chaque plan, quoi. Non, mais encore une fois, il faut juste partir du principe qu'ils ont choisi délibérément de faire plus un remake du Scorsese que du Jack Thompson. Tout à fait, ouais. À un moment donné, c'est dit dans le générique, hein, ça. C'est exécutif producer avec les deux, avec Spielberg et Scorsese. Moi, ça, tu vois, une scène comme ça avec la gamine qui se marre me dérange pas parce que ils en font autre chose, etc. Oui, on sait que c'est un clin d'œil. Voilà, et après, il y a plein de petits clins d'œil plus finaux que ça. Par exemple, à un moment donné, ce personnage de la supposée fille ou pas de Max Cady fait goûter de la coke à la jeune fille de la famille parfaite, et en trempant son pouce dans la coke et en lui foutant le pouce dans la bouche, et ce qui est une référence à une des scènes les plus dérangeantes du Scorsese où De Niro met son pouce dans la bouche de Juliette Lewis, qui est une scène de quasi-viol un peu symbolisée, quoi. Mais donc voilà, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits zooms hyper énervés qui viennent du Scorsese aussi là-dessus. En fait, je leur reproche pas effectivement d'être allés là-dessus, c'est le projet. Ils ont voulu refaire le Scorsese. Après, non, moi, là où j'ai trouvé le truc assez intéressant, c'est que je trouve que l'atmosphère visuelle du film, la DA, enfin de la série, est hyper étouffante, en fait, avec une palette graphique en fait qui va chercher dans les verts hyper agressifs. On sent la moiteur de Savannah, quoi. Ouais, ça va bien avec la Géorgie. Ouais. Exactement. Même ça, je pense qu'en plus ils ont délocalisé l'action. Le Scorsese, je crois que ça se passe en Caroline du Nord, etc. Là, ce décor très sudiste, je trouve qu'en plus ça ajoute une couche supplémentaire d'histoire. On est dans un état sudiste avec
toute la mauvaise conscience esclavagiste que ça doit représenter. Du coup, il y a mauvaise conscience sur mauvaise conscience, étouffement sur étouffement, mais en tout cas, la DA, moi, elle m'a fait penser à une autre série de plateforme. Elle m'a fait penser à Nurse Ratched de Ryan Murphy, qui, pareil, surjouait le verre pétant, où on a l'impression qu'on va se noyer, que tout est en train de pourrir, quoi. Tout est poisseux. De ce côté-là, ça marche vraiment bien, quoi. On a chaud devant la série, quoi. Genre, on sent que ça sent l'humus, quoi. Tu vois, Alors justement, tu me tends une perche, parce que la dernière question que je voulais vous poser, c'était quelle place pour vous cette série peut-elle occuper dans le paysage actuel des thrillers télévisés sur plateforme ou autre? Alors, c'est-à-dire quelle place? Il y a pas mal de séries, notamment Netflix qui est spécialisé dans les Harlan Coben. Il y a des thrillers, il y en a pas mal. La question, c'est pour qui, en gros? C'est pour qui? Oui. Comment elle se place dans ce microcosme un petit peu? Je pense que de tout ce dont on a parlé, même cette saison entière de Originals, je pense que c'est l'objet le plus cinéphile qu'on ait eu jusqu'à maintenant. C'est vraiment un truc pour les amoureux de cinéma. Et j'insiste sur les amoureux de cinéma parce que ça a beau être l'adaptation d'un roman à la base, là pour une fois on nous joue pas du tout la carte de attendez, on est reparti du roman d'origine et on veut faire autre chose. Non, c'est vraiment un clin d'œil hyper assumé aux adaptations cinématographiques de ce truc-là. Et si vous aimez les gros méchants psychopathes hyper fascinants au cinéma, là c'est la précision. Oui, là c'est ça étiré sur 10 épisodes avec encore une fois une performance de Javier Bardem. Enfin, c'est fascinant de le voir jouer ce truc où il redevient mielleux toutes les 2 secondes pour finir toujours par être mais tellement flippant, enfin faire des trucs moralement complètement abjects, enfin c'est... Non, mais à la rigueur, si je comprends bien ta question, en fait non, il y a un endroit je trouve qui est intéressant où la série se situe, c'est cette volonté depuis quelques années en fait effectivement de reprendre des classiques. T'as évoqué dans ton intro tout à l'heure Bates Motel, ces séries qui oui, et moi je viens de le faire avec Nurse Ratched, donc qui était un prequel du personnage de Volotune Naikuku. C'est cette volonté en fait des séries maintenant d'aller chercher un personnage iconique sur lequel on pensait qu'on avait tiré le rideau, il n'y avait plus rien à savoir, et essayer de développer en fait un background pour essayer d'apporter plus de profondeur et d'ambiguïté en fait. Et là-dessus, je trouve que la série est assez réussie malgré mes réserves sur Bardem. C'est que moi, là où ils m'ont un peu chopé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que dans cette version-là, est-ce qu'il n'est pas un peu innocent quand même dans cette histoire? Et ensuite, ça devient tout de suite un méchant, mais est-ce qu'à la base, il n'y a pas un peu d'innocence chez lui, etc. Et là-dessus, ils arrivent quand même, et Bardem le joue super bien, où tu as un moment à te dire, attends, peut-être qu'en fait, il n'a pas fait tout ce dont on l'accuse. Parce qu'il a une vulnérabilité. Oui. Dans cette série, alors que dans les films, jamais il est vulnérable. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, je pense que c'est des séries qui essayent ça, quoi, à se dire... On prend des films qui, aussi formidables pouvaient être Psychose, Volotine Naikuku, manquaient peut-être quand même effectivement de profondeur sur le personnage, etc. Et maintenant, on est à une époque où on cherche peut-être un peu plus les raisons, tout le monde a ses raisons, etc. Et de ce point de vue, c'est assez intéressant. Ça marche pas toujours. Moi, par exemple, Bates Motel, je suis vraiment pas très convaincu par la série. Là, ici, je trouve que c'est les aspects les plus intéressants de se dire, effectivement, qui est ce mec, quoi? Qui est Max Cady? Est-ce qu'on lui a pas fait du tort? Et voilà. Mais non, j'allais juste rajouter peut-être la limite pour moi, ce Max Cady, encore une fois, vous l'avez très bien décrit, qui est fascinant. C'est un peu peut-être la même limite que dans The Dark Knight, où si vous venez voir le Joker, il est que là à certains moments. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là, c'est-à-dire que comme tu disais, Gauthier, la famille est détestable. Ouais. Et donc en fait, tu dis, moi je veux juste voir Max Cady en fait. Donc en fait, 10 fois 1 heure, ça peut paraître très long, sachant que le monsieur intervient juste par petites intermittences dedans. Donc voilà, donc si vous venez chercher 100% du Max Cady, du psychopathe, vous serez peut-être un peu déçu, mais en tout cas, vous verrez que c'est un personnage vraiment convaincant, et j'espère que sur vous, Max Cady va super marcher. Et c'est marrant que tu fasses référence au Jokers parce qu'il y a une... Super marché. Max Cady, super marché. Elle est prévue depuis le début. Elle est incroyable. Elle est excellente. Non, elle est nulle. Moi, j'apprécie, vraiment. Merci beaucoup. Je rappelle que Cape Fear est donc disponible depuis le vendredi 5 juin sur Apple TV. Et Gauthier, écoute, cette série t'a peut-être inspiré, mais tu vas nous amener ailleurs aujourd'hui. Ouais. Mais tu vas quand même mettre les pieds dans le plat.
Alors Gauthier, tu nous amènes vers où cette semaine ? Non, mais pardon, je reviens sur un truc de la semaine dernière que nous avait annoncé Johan dans son agenda, qui était que John Travolta signait pour la première fois un film à la réalisation. C'est un film d'1h, 1 minute, il me semble. C'est ça. Qui est un timing un petit peu suspect d'ailleurs. On a vraiment l'impression que la minute de plus a été faite pour ne pas tomber dans le court-métrage. Et donc ce film est sorti sur Apple TV, je crois. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et il a été présenté à Cannes. Et il a été présenté à Cannes. Johan adorait le nom de ce film, il s'appelle... One Propeller Night, je sais plus quoi. Ah oui, voilà. Je voulais vous reparler de ce film parce que il y a une origin story à tout ça. En 2017, j'étais moi-même au Festival de Cannes quand nous avons vu la projection d'un film de Bong Joon-ho qui s'appelait Okja. Et Okja, qui était présenté dans le Grand Palais des Festivals, qui, je crois, est le plus gros cinéma de France, point. Et peut-être même du monde. Non, du monde, non. Du monde, non ? Non, c'est certain. Mais de France. Mais de France, c'est possible. Quand on a vu les premières images du film, qui étaient introduites par le logo de Netflix qui produisait le film, toute la salle, l'immense salle du Grand Palais des Festivals, a hué. Et alors pourquoi ils ont hué ? Parce qu'on a envie de dire mais c'est juste un film, les gars, c'est pas grave. Et ben c'est parce que à l'époque Netflix faisait la promotion de films qui ne sortaient pas en salle, donc il y a toute une économie des salles de cinéma qui ne tournaient pas avec les films Netflix. Et surtout à l'époque Netflix c'était encore un acteur jeune de l'industrie et il reversait absolument pas d'argent dans le système de production des films en France. Donc il y avait un vrai problème à voir au Festival de Cannes, qui est quand même un festival de promotion des films qui sortent au cinéma pour faire marcher le cinéma comme industrie, à voir des films Netflix qui ne bénéficiaient en rien à l'écosystème. Et quand ça, en plus, il y avait un gag parce que la séance avait été lancée, ça a hué une première fois, et on a découvert au bout de quelques minutes qu'on avait lancé le film au mauvais format. Ouais, donc il avait fallu éteindre le film, relancer le film, rehuer le film. Et on s'était demandé si ça avait pas été un sabotage volontaire. Un sabotage volontaire, ouais, carrément. Cette année-là, il y avait un autre film Netflix qui s'appelait The Meyerowitz Stories, qui avait été diffusé au Festival de Cannes. Donc il y avait une sorte de comment dire, il y avait une sorte une manière assumée de dire bah maintenant on prend les films Netflix, on prend les films de plateforme au Festival de Cannes et on les considère comme des films absolument comme les autres, etc. Donc notre profession n'a pas aimé ça du tout, et l'année suivante, en 2018, tous les films de plateforme ont été supprimés de la sélection cannoise. Et il y avait eu un communiqué de Thierry Frémaux, donc délégué général du Festival de Cannes, celui qui sélectionne les films, et qui nous avait dit, bon, à partir de maintenant, on va dire qu'on ne prend les films que si ils promettent de sortir dans le pays où le festival a lieu. Donc si vous avez votre film à Cannes, c'est que vous vous engagez à le sortir en cinéma en France. Et c'était déjà de la connerie. À l'époque, c'était déjà pas vrai parce que cette même année, on a donné une palme d'or, ni plus ni moins, à Jean-Luc Godard, qui était là avec un film qui s'appelait Le Livre d'Images. Ouais, c'est ça. Le Livre d'Images, et qui est jamais sorti au cinéma, mais en revanche, qui a été très très diffusé sur Arte. Donc déjà à l'époque, n'importe quoi. Moi, c'est une position que je trouvais légitime à l'époque. Je trouvais ça bien de dire ça. Je trouvais ça courageux d'encourager le cinéma en salle, de dire l'ubérisation du cinéma, ça va bien 2 secondes et tout. Je trouvais ça bien. Mais évidemment, comme Thierry Frémaux, je pouvais pas m'attendre à ce que 2 ans plus tard, nous arrive une crise sanitaire en pleine gueule et que, pile au moment où la crise sanitaire arrive, les plateformes se multiplient et donc plein de productions se tournent vers les plateformes maintenant comme lieu de diffusion, d'autant que les plateformes n'ont pas ce truc un peu exigeant du cinéma, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un format un film de 1h20 ou un film de 1h30 ou un film de 2h ou un truc comme ça pour aller sur les plateformes. Un film de 1h01 sur les plateformes, c'est tout à fait acceptable.
Je sais pas très bien pourquoi c'est si inacceptable au cinéma, d'ailleurs. Alors, c'est acceptable au cinéma. Le seul film que je connaisse qui est la même durée, c'est un film de Manuel de Oliveira qui s'appelait Porte de mon enfance, 1h01. Ouais. Donc ça arrive parfois. Ouais, ça arrive, mais bon... Et Quentin Dupieux aime beaucoup. Oui, voilà exactement. Il vous le dit, moi, il m'a dit en oreillette, j'aime beaucoup. J'aime bien. Après, il y a l'extrême inverse. Horizon de Kevin Costner durait 3h03. Ouais, voilà, c'est vrai. Une petite coquetterie. Où est la suite de Horizon? On en Elle parlera. est dans les limbes. Derrière l'horizon. Elle a été présentée à Venise, là, le deuxième. Il paraît que c'était en 4 morceaux, peu importe. Voilà. Tout ça pour dire que donc maintenant, en 2026, c'est hyper fréquent qu'on produise un film dans l'incertitude totale de savoir si ça va être récupéré par des distributeurs de cinéma, par des plateformes, si ça va aller à la télé directement. Bon, en général, la télé, on sait si on va être récupéré par la télé parce qu'il suffit d'être produit par une chaîne de télévision pour savoir si... Mais bon, les gens qui tournent les films, c'est là où je veux bien être d'accord avec les réalisateurs qui disent « Moi, quand je tourne un film, je le tourne pas pour le cinéma ou pour la télé », c'est que maintenant, ils savent littéralement pas où ça va finir. Les maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers, typiquement, voilà, fait pour le cinéma. Mais où mettre les maîtres? Sort au cinéma aux États-Unis, et puis en France, ça sera fait pour la télévision. Donc, je pense que la position de Thierry Frémaux peut pas continuer. La preuve, c'est que il sélectionne le film de John Travolta au dernier festival de Cannes. Il lui remet d'ailleurs une Palme d'Or d'honneur, tout en sachant très bien que ça n'ira jamais dans une salle de cinéma, quoi. Et maintenant, je suis amené à, malgré moi, revoir mon avis d'origine. Je pense qu'il n'y a plus de raison d'avoir des prix pour les films de plateforme et d'autres prix pour les films de cinéma. Effectivement, j'ai un peu l'impression que les films, c'est... Des films. C'est juste les films, quoi. Voilà, et que ensuite, la manière dont ils vont être distribués, amenés à vous, elle devient un petit peu annexe. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est surtout que ça fait partie des questions qu'on posera à notre invité aussi en fin d'interview. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Elle est un peu twistée, elle n'est pas exactement posée aussi frontale, mais voilà. En tout cas, merci Gauthier. Vraie réflexion sur le sujet et qui nous concerne ici énormément à Originals. L'heure qui file m'oblige à enchaîner, à te remercier et à dire que Johan, ça va être ton moment, c'est celui de l'agenda. Jason. Et cette semaine, de quelle sortie tu nous parles, Johan? Eh ben, je vais garder Jason Statham pour la fin. Voilà, comme ça, vous êtes obligés de rester. On commence avec une nouveauté Netflix qui va revisiter, tu en parlais tout à l'heure, ce goût pour les true crime. Un meurtre qui est survenu à Londres. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est revisité par une série et par un documentaire qui sortent le même jour. Donc en fait, la série s'appelle Sous ses yeux. Le documentaire s'appelle Le meurtre de Rachel Nickel et ça raconte donc le meurtre de cette mère de famille en 1992 à Wimbledon Common et la manière surtout dont son mari et son fils vont faire face à voilà toute cette histoire, aussi bien tout le bordel médiatique autour et aussi une personne innocente qui a été, donc Max Cady en l'occurrence, qui a été arrêté, incarcéré et qui a été libéré après. Et donc en fait, je pense que ça peut être assez intéressant de voir comment la série, donc en 3 épisodes, va faire écho à la vraie histoire racontée dans le documentaire. C'est là où le seul témoin, c'est un gamin, c'est le gamin de la famille. Exactement, voilà, ouais. elle a été tuée sous les yeux de son fils. Donc voilà, ça s'appelle Sous ses yeux, la série, le meurtre de Rachel Nickel, et c'est assez intéressant, je pense, à regarder. Sur Netflix toujours, on adore les clichés de la rom-com. Là, on met les 2 pieds dedans, pied droit, pied gauche, on marche dedans, on se vautre dedans, avec Office Romance. Office Romance, comme son nom l'indique, c'est une romance de bureau. Avec alors normalement le vieil adage dit no job at job. Oui. Et en fait là ça respecte pas du tout cet adage, puisque 2 tourtereaux qui sont des workaholics, à savoir Jennifer Lopez et Brett Goldstein, vont finir par écouter leur cœur et pas seulement les dossiers sur lesquels ils travaillent, et peut-être qu'ils vont finir ensemble. Regardez quand même la bande-annonce, parce qu'en fait, on a beau savoir que c'est un ramassis de clichés, tu regardes le truc, tu fais « je veux voir ce film ». Voilà. Tu me donnes assez envie. Hein, moi. Évidemment. C'est signé par Hall Parker, qui avait notamment fait Mamma Mia 2,
et Ticket to Paradise avec Julia Roberts et George Clooney. Très bien. Donc il s'y connaît un peu en romance de vieille personne, j'ai envie de dire. Pourquoi vieille personne ? Parce que elle a 56 ans, Brett Goldstein a 45. Donc on n'est pas du tout dans le on va dire dans Sidney Sweeney et Glenn Powell, quoi. Voilà, donc on est plutôt sur des gens qui sont... Parce que tu viens de traiter Jennifer Lopez de vieille personne. Non, mais je suis dans sa catégorie aussi, tout à fait. Mais non, et là où je pense le truc intéressant, c'est que d'habitude c'était plutôt un homme plus âgé avec une femme plus jeune. Et là, ça inverse un peu le postulat. Donc voilà, les choses évoluent, c'est pas mal. Et dire que Brett Goldstein, quand même, qu'on avait beaucoup aimé dans Ted Lasso notamment, est à la fois prod et scénariste du film. Donc c'est coécrit par ses soins. Si vous voulez continuer à concilier amour et boulot, ça se passe sur Disney+, 8 épisodes de la série Not Suitable for Work. C'est la nouvelle série de Mindy Kaling qui avait notamment été révélée par The Office version US et surtout The Mindy Project. Et donc là, elle va suivre l'histoire de 5 jeunes adultes obsédés par leur carrière et comment ils arrivent à concilier leur vie pro, leur vie perso. Je ne vais pas vous faire du name dropping parce qu'il y a beaucoup trop de gens au casting, mais voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Les 3 premiers épisodes sont dispo sur Disney+ au moment où vous écoutez ce podcast, et ensuite ça sera 2 épisodes par semaine jusqu'à fin juin. Sur Paramount+, normalement, arrive cette semaine la saison 3 de Entretien avec un vampire. Ah oui. Mais qui a la petite subtilité d'avoir rebaptisé la série, c'est assez rare. Donc ça s'appelle maintenant Lestat le vampire. Et donc en fait, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais du coup, c'est pas la même série ?» Si, c'est la même série et c'est la saison 3, mais c'est juste qu'ils twistent un peu le nom, puisque dans les 2 premières saisons, c'était le personnage de... je sais plus comment il s'appelle, Louis de La Rochefoucauld, là, Louis de Lyoncourt, je sais plus comment il s'appelait. Non, c'est Tom Cruise dans le film ? Non, c'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt, pardon. C'était vraiment l'histoire de lui qui raconte son interview Tom à Cruise, lui. c'est Lestat. Voilà. Et là, en fait, la série switch pour raconter le point de vue de Lestat, qui trouve que tout le témoignage de son ami et amant Louis... en fait, c'est un peu faux. C'est de la merde. C'est de la merde. Donc lui, il va vouloir raconter sa vie, et il la raconte comment ? Sur une scène de rock. Alors, donc, voilà. c'est exactement l'adaptation des romans. Exactement. Et je pense que du coup, la saison, si on fait 2 saisons à chaque fois, la saison 4 s'appellera, oh mon Dieu, la Reine des damnés. Oui, qui normalement est introduite dans cette saison. Donc voilà, donc la Reine des damnés qui est un peu la plus ancienne des vampires, si je me trompe pas, dans l'univers d'Anne Rice. En fait, c'est ça qui est cool, parce qu'au-delà du fait que, oui, Lestat va avoir des velléités rock, on assiste surtout à son mentor. Alors, c'est pas le mec qui le fait le vampire qui le transforme, mais on assiste à son mentor qui est un vampire qui s'appelle Marius et qui est vivant depuis l'Empire romain. Donc il y a des confrontations idéologiques et civilisationnelles, et c'est peut-être sans doute le vrai meilleur roman de la trilogie d'Anne Rice. Voilà. Alors que le film était nul à chier. Enfin, voilà. Tout à fait, c'est vrai. En tout cas, voilà. Écoute, le film de Neil Jordan Non, le film Lestat le vampire. Ah oui, non. Non, la Reine des damnés. La Reine des damnés. C'est encore pire. Voilà. Avec Alaya. Avec Alaya, tout à fait. Juste dire, parce que là ça va parler à Gauthier, qu'il y aura une dimension très glam rock. Ah oui. David Bowie, années 70, tout ça, puisque Lestat, il est paillettes, quoi, il en met partout. Tout à fait. En même temps, est-ce que c'est pas un peu surligné au stabilo le rôle du vampire ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On en venir. Voilà. Donc en tout cas, voilà, sachez que cette saison, si vous posez la question, c'est bien la saison 3. Et comme disait notre ami Menro, ça va amener vers la suite et l'élargissement de l'univers. On termine cette sélection par Jason. Je sais que vous l'attendiez. Vous l'attendiez. Jason. Au fil de sa carrière, il s'est appelé Frank Martin, Jeff Chelios, Lee Christmas, il a que des purs noms. Lee Christmas, Descartes Shaw, Nick Wilde, Jonas Taylor. Là, il lui manque Musclor. Là, il s'appelle Michael Mason. Comme dit la bande-annonce, ce n'est pas un assassin, c'est un instrument de précision. Qui a écrit cette réplique ? Le film s'appelle Shelter. Il arrive par surprise sur Prime Video. 1h47 minutes pour revoir Jason casser des gueules. Le réalisateur Rick Roman Vaux, qui est connu notamment pour La Chute du Président, Greenland 1 et 2 et oui. Kandahar. Donc jusque-là, c'était plutôt le réal de Gérard Butler. C'est ça. Il fait une infidélité à Gérard, il va vers Jason. Jason Statham joue comme d'habitude un mec un peu mutique qui vit dans un phare, normal. Il vit dans un phare. Ouais. Une jeune femme vient lui amener des provisions. Elle est un peu trop curieuse, cette petite fille.
Résultat, son identité va être grillée, il est retrouvé par les services secrets car cet homme est une arme à lui tout seul. Donc on envoie des gens pour nettoyer la scène. Tout ça est dans la bande-annonce. Ouais. On envoie des gens pour nettoyer la scène et lui, comme il a un grand cœur, au-delà du fait qu'il pète des gueules, il va sauver la petite fille. Bien sûr. Évidemment. Bien Et sûr. il va remonter toute la conspiration façon Jason Bourne parce qu'en haut de cette conspiration, il y a quand même Bill Nighy. Ah, quand même, voilà. Je crois que je vous ai résumé ce film. Il nous a tout raconté surtout. Voilà, genre, voilà. voilà. Et on a envie de le voir, le réalisateur disait, c'est pas tellement un film d'action, c'est plus un thriller. Non. Non. Quand on regarde la bande-annonce, il tue même quelqu'un avec une rame. Voilà. Une rame dans la gorge. Donc voilà. Non, mais il y a des clés de bras, donc forcément. Tu sais, t'as l'impression que tout film avec Jason Statham, c'est on va lui attribuer un rôle débile, mais il pète des gueules. Ouais. Il est apiculteur, mais il pète des gueules. C'est un working man. Il est ouvrier syndicaliste, mais il pète des gueules. Quand il y a un scène, à quel moment parce que j'arrive un peu tard là, le pétage de Il gueule. est journaliste indépendant, mais Mais il pète des gueules. Bref, Jason, on t'aime. C'est Ouais. à voir sur Prime Video. Ça s'appelle Shelter. Est-ce que je peux faire une devinette? Si tu veux. Il fait l'agenda de Originals en chantant les lacs du Connemara. Mais Johan Sardou. C'est Johan Sardou. Mais voilà. Pas mal. Voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Merci Johan. C'est tout pour aujourd'hui niveau sortie. J'avais du en vrac, si tu veux, très rapidement. Je fais Eh ben, on fait très en vite. vrac. Je fais très vite du en On vrac. fait ça. Sur Netflix, L'inconnu du port. Voilà, c'est un polar espagnol. Sur Netflix toujours, que ça vous serve de leçon, ça a l'air rigolo. Ça a l'air d'être un K-drama avec des, comment on appelle ça, des CPE qui viennent un peu taper les élèves qui sont pas gentils avec les profs. Donc, est-ce que ça vous serve de leçon? Une sorte de Expandables de... Oui, parce que on dirait un titre d'un film avec Jason, là, tu vois. Exactement, donc une sorte de Expandables des CPE, je sais pas pourquoi sur le principe, ça me plaît. Et sur Netflix, vous avez également la diffusion, après la diffusion sur TF1, ou parallèlement, je ne sais plus, en tout cas de l'été 36, la nouvelle grosse saga de l'été, dans lequel on retrouve Julie Debona, Sophia Issaidi, Nolwenn Leroy et Constance Gay. Sur Prime Video, la saison 4 de The Legend of Vox Machina. Je sais pas pourquoi je me suis dit que toi t'aimais bien. C'est pas que j'aime bien, j'ai pas encore regardé. Bon, voilà. Mais c'est des dessins animés qui sont tirés d'Actual Play, c'est-à-dire de gens qui se filment en train de jouer à du jeu de rôle, à du Donjons et Dragons essentiellement, et américains. Et ce groupe-là, c'est que des acteurs. Plus ou moins connus, et donc du coup quand ils interprètent un rôle, même si c'est un peu en impro, et donc ça a eu tellement de succès qu'ils en ont fait des adaptations en dessin animé, donc voilà, c'est la deuxième série à voir le jour sur Prime Video sur le sujet. Et donc saison 4 et la saison 5 est déjà commandée. Et pour terminer, même si on sort un tout petit peu du cadre Originals, mais juste vous dire que sur Canal+ arrive la nouvelle version de Sa Majesté des Mouches, dont on dit beaucoup de bien. C'est une série de la BBC par le créateur de Adolescence, et qui va raconter cette sorte de Koh-Lanta des enfants qui finit pas bien. Voilà. Pas terrible. Sa Majesté des Mouches, c'est un Koh-Lanta des enfants. Ouais, Avec assez bien. Jason Statham. Merci beaucoup Johan. On enchaîne bravo. directement avec la dernière partie de notre émission. C'est le moment de l'interview Originals. Emmanuel, je te rappelle le concept. Tu as 10 questions et moins de 5 minutes pour y répondre. L'idée, c'est de mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. C'est les mêmes questions à chacun de nos invités et à chacune de nos invités. On commence tout de suite, tu es prêt ? On va essayer, allez, moins de 5 minutes. Allez, on est parti. Quel est ton premier souvenir de plateforme ? Ça doit être Netflix. Putain, bonne question. Pas de souvenir particulier. Non, mais il n'y a pas un truc qui a fait que tu t'es dit je vais intégrer les plateformes. Je vais m'abonner pour la première fois, mais c'est ça, j'allais partir là-dessus. En fait, c'est c'est pas forcément un film ou quoi, mais c'est cette sensation de se dire bon, quand même, merde, tout le monde en parle, tout au moins essayer d'aller voir. Et mon vrai premier souvenir finalement, ça a été quand même de trouver l'interface. Je suis désolé de le dire, de Netflix, qui a pas beaucoup changé, je trouve, depuis sa création, très mal branlée en fait, quoi. Genre cette sensation juste que tu ne fais que scroller un mur sans fin, et c'est autant dû à la quantité pléthorique de titres que à leur nomenclature qui parfois est complètement aberrante. Ils se sont un peu calmés, mais à une époque, je me souviens, il y avait marqué violence.
Et t'es là, tu fais d'accord. Alors, c'est-à-dire, tu peux mettre quasiment toute l'histoire du cinéma dedans, enfin, c'est des choses comme ça, mais non, mais c'était ce mélange d'excitation quand même de se dire, ok, là, j'ai craqué la porte du vidéoclub, quoi, et en même temps, d'un coup, de me dire, bah ouais, mais je sais pas où chercher, en fait. Là où chez moi, je sais exactement où sont les films, ceux que j'ai déjà vus, ceux que j'ai pas encore vus, ceux que j'ai toujours pas ouverts, etc. Donc, ce truc très ambivalent et qui, au fond, n'a pas, j'ai l'impression, en tout cas, pour moi, n'a pas vraiment changé, quoi. Moi, j'ai envie de dire excellente réponse de l'invité qui dit mon premier souvenir des plateformes, c'est l'algorithme. C'est ça. Très très bien. Est-ce que ta conso cinéma a changé depuis l'arrivée des plateformes ? Alors non, moi, ce qui a changé ma conso au cinéma, c'est l'arrivée de mes 2 enfants, ce qui me semble un peu plus important, mais non, à vrai dire, non. En tant que critique, pigiste, journaliste indépendant, je vais tout autant en fait au cinéma, en projo presse, en festival, etc. Et en réalité, non, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer sur les plateformes, alors principalement parce que j'ai malheureusement depuis quelques années plus de vidéoprojecteurs ou de télé attitrée, je regarde ça sur mon ordi. Donc voilà, ça se transforme trop rapidement en séance dans le lit. On connaît la position, voilà, 3/4 allongé, le cou un peu claqué. Donc ce qui fait que non, je préfère quand même toujours autant le cinéma pour des raisons politique, mais pas que, quoi. Genre, c'est que ça me semble, c'est là que je suis le plus à l'aise, en fait. Et est-ce que tu regardes aussi sur ton téléphone ? Alors oui, ça m'arrive. Alors je me suis senti sale au début. Je me souviens une fois avoir fait un tweet comme ça où j'avais lancé la roue d'Abel Gance sur mon portable dans le métro en disant je le regarde dans les conditions voulues par Abel Gance dans un train. Et voilà, c'était pour la blague parce que j'ai évidemment pas regardé le film en entier comme ça, mais oui, ça m'arrive. Ça m'arrive et à vrai dire, au début je me sentais sale, mais maintenant j'ai un rapport beaucoup plus décomplexé avec ça parce que je trouve que parfois c'est un bon moyen de revoir des films qu'on a déjà vus, et je trouve qu'en fait que le côté tout petit écran parfois en tout cas moi me permet d'être plus attentif sur des petits détails de mise en scène. Alors ça vaut pour des films que j'ai déjà vus, pour les autres je pense que c'est quand même pas la meilleure façon de découvrir un film, mais je sais pas, j'ai des souvenirs comme ça d'avoir pu revoir je sais pas, mettons Mad Max 4 donc qui est vraiment un film qui est foisonnant, mérite absolument, mérite absolument le grand écran, et pourtant de le voir voilà sur cet espace très contraint, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais plus attentif à plein de micro détails que j'avais pas forcément vu avant, ou en tout cas que j'ai eu plaisir à revoir et tout. Donc non, là-dessus moi maintenant ma politique c'est décomplexez-vous là-dessus. Évidemment les grands films survivent au fond à tous les formats, quoi. Et je dis ça, moi j'ai souvenir d'avoir découvert des films sur des petites télés en noir et blanc dans les années 90 qui me faisaient autant kiffer. Voilà, donc, Et est-ce que tu regardes aussi en x2 ? Alors ça pour le coup ça peut m'arriver, mais alors pour des raisons professionnelles finalement, c'est quand vraiment je suis pris par le temps et qu'il faut absolument que j'aille au bout du film ou de la série qu'on me demande, et donc c'est surtout pour des raisons on va dire narratives, j'ai besoin de connaître la fin et le trajet qui mène à ça, mais ça pour le coup je me sens toujours très sale, quoi. Et c'est un truc que je comprends pas les gens qui le font. Quand ils sont pas obligés de le faire, je ne comprends pas. Genre, il y a un moment donné, ça mais après c'est intéressant parce que ça change totalement la tonalité d'un film, quoi. C'est comme quand vous écoutez un vocal en vitesse x2, vous avez l'impression que la personne en face est hyper agressive, alors qu'en fait si vous le mettez en avance normale, non, c'est juste un message normal de ta maman qui te dit quand est-ce que tu viens manger. Non, mais ce qui est bien, c'est que si tu le mets en 0,5, donc si tu le ralentis, t'as l'impression qu'il est bourré. Oui, voilà aussi. Mais ouais, non, ça c'est sale comme pratique. Quel est ton binge award, c'est-à-dire le pire tunnel de visionnage non-stop, ou genre l'heure la plus tardive où tu aies pu regarder comme ça des contenus enchaînés? Alors c'est terrible parce que c'est assez récent. On m'avait demandé un papier sur Twin Peaks pour dans 1 semaine et demie. Et j'ai dit oui alors que j'avais jamais vu Twin Peaks. Ah, et tu t'es fait mal avec Twin Peaks. Non, mais ça. Voilà, tu vois, là encore, mais là, ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. C'est les contraintes d'un journaliste indépendant, etc. Après, je l'ai quand même fait le plus honnêtement possible. Après, en fait, j'ai accepté parce que c'était un papier récap, en gros, sur que représente cette série dans la pop culture, qu'est-ce qu'elle a amené, quels sont ses continuateurs, etc. Donc je me suis dit, bon,
limite, je peux presque, entre guillemets, même si je me suis vraiment tenu à voir la série, j'aurais presque pu faire le papier sans avoir vu la série, en faisant mes recherches, une synthèse, etc. Mais si on m'avait demandé un truc vraiment sur la mise en scène précise, évidemment que j'aurais pas pu dire oui. Mais ouais, non, ça, j'étais assez triste en fait, parce que autant la saison 2, j'ai senti qu'elle s'embourbait assez vite, machin. Mais la saison 1, je l'ai quand même regardée. J'ai pas fait de plus de x2, x1,5. Mais voilà, à partir de la saison 2, je me suis dit, là, ça a pas de sens ce que tu fais. C'est pas rendre hommage au truc. Donc, je me referai une vision calme, posée de la 2 et de la 3. Ah bah oui, la 3. Voilà, et qui est dispo. Les 3 saisons sont dispo sur Arte d'ailleurs, sur la plateforme d'Arte. Est-ce que tu regardes tes watchlists ? Alors, je ne fais pas de watchlist. En fait, j'en faisais au début des plateformes. Voilà, premier aussi souvenir des plateformes, c'était ce concept de watchlist que je trouvais très intéressant. Et en fait, pour moi, les watchlists, je me suis rendu compte, c'est comme se mettre une limitation de temps d'internet sur son téléphone. En fait, à partir du moment où c'est toi qui as la main dessus, tu peux toujours la faire sauter. C'est-à-dire que tu te dis, ton téléphone se bloque, puis tu vas être là à faire, bah non, j'ai pas envie que tu te bloques. Allez hop, je change la règle de ma limitation. Et la watchlist, c'est pareil. Pour moi, en tout cas pour moi, c'est que je vois ma liste qui s'allonge. À chaque fois, je me dis, ah ouais, tiens, je pourrais regarder ce film-là. Ouais, mais non, je sais pas, c'est pas le moment et tout. Et à l'arrivée, je ne regarde jamais les films de ma watchlist. Donc, j'ai fini par laisser tomber et à me dire, pour le coup, je vais essayer de me faire surprendre parfois par l'algorithme ou par mon scroll, ou d'un coup me dire, ah, bah tiens, celui-là, je l'ai déjà vu, j'ai envie de le revoir, ou tiens, c'est l'occasion, je vais découvrir celui-là. Donc, non, ni sur Letterboxd, ni sur les plateformes, je ne me fais de watchlist. En fait, mes watchlists, c'est typiquement sur Letterboxd, c'est les films que mes potes regardent, quoi. C'est eux qui vont me donner envie de voir un film, etc. Donc, je suis comme toi là. Ouais, tu parlais des algos justement. Est-ce que les recos des algos, elles sont pertinentes pour toi ? Alors, ces derniers temps, je vais plus assez sur les plateformes, enfin en tout cas Netflix, celles qui sont le plus algorithmées, on va dire, pour que ce soit absolument pertinent. Donc oui, je me suis retrouvé récemment avec, on m'a proposé 50 Shades of Grey. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'avais revu un passage. Faut se poser des questions. Non, mais en fait, je pense que c'est parce que j'avais revu une séquence de Basic Instinct. Je ne dirais pas laquelle. Voilà. Mais voilà, enfin, j'ai rigolé. Et puis surtout, non, c'est même pas ça. C'est que surtout maintenant, mon algo est complètement explosé pas par ma consommation perso, mais par celle de ma fille. Donc, je me retrouve évidemment avec tous les dessins animés possibles et imaginables, certains formidables d'ailleurs, rien à redire. Mais donc oui, je me retrouve avec on me propose Gabi le fameux Gabi. Non, mais moi, j'ai une haine pour cette série, alors que tout ce qui est Bluey, tout ça, la rigueur, j'ai pu parfois être surpris par la qualité de certains Gabi, épisodes. non. Mais Gabi, quel enfer, quoi. À chaque fois, j'essaie de faire à ma fille, non, mais tu veux pas regarder Le Roi et l'Oiseau plutôt? Moi, à ton âge, tu es vraiment le vieux con. Moi, à ton âge, regardez Le Roi et l'Oiseau. Un petit Satyajit Ray, non Non, je sais plus, l'autre jour, je voulais lui montrer les 400 coups, mais à 5 ans, c'est peut-être un peu. Mais par contre, c'est vrai que là, je viens d'y penser, mais quand on a un date, petit conseil, demandez à regarder l'algo des gens. S'il y a 50 Shades, violence, et Raphaël Nadal, tu c'est fais, pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. je sais pas si je vais poursuivre avec cette personne. Est-ce que, ben voilà, c'est le retour de la fameuse question qu'on avait renvoyée tout à l'heure. Est-ce que les films de plateforme devraient recevoir un Oscar ou un César? Alors, il faut qu'ils le méritent, tout simplement. Et je trouve que ces dernières années, on sent qu'il y a eu. Enfin, c'est une impression. Et vous trouverez très sûrement des contre-exemples. Et je le souhaite. J'ai l'impression quand même qu'après leur fringale, là, Netflix, enfin, je pense à Netflix en particulier, mais leur fringale de grands auteurs à aller chercher. Ça avait commencé avec Fincher, évidemment, mais Scorsese, Campion, Pagnaritu, Roma, c'était qui Cuarón, Alfonso Cuarón. Ouais. Bon, ils ont eu cette fringale-là et j'ai l'impression que là, ils ont vraiment réduit la voilure en disant, de toute façon, on s'en branle maintenant, les gens regardent ils regarderont de toute façon. Donc à moins d'un truc vraiment dément qu'on a envie, ils ont moins cette envie de s'accrocher les grands noms à la boutonnière, quoi. Et du coup ces derniers temps, je trouve quand même que la qualité globale a baissé, quoi. Alors que pour le coup, je tiens par exemple The Irishman pour un des meilleurs Scorsese de ces dernières années. Je suis beaucoup moins fan par contre de Roma, qui m'était passé devant comme ça. Okja,
au bout du compte, je le trouve assez anecdotique dans la carrière de Bong Joon-ho, etc. Ouais. Donc, est-ce qu'il devrait recevoir des Oscars? Encore une fois, voilà, il faut qu'il le mérite. Je pense que Irishman aurait mérité un certain nombre d'Oscars et pas les plus petits, hein, pas meilleur son ou quoi. Il a eu 10 nominations, ce qui était quand même déjà... tu vois, j'avais oublié, tu vois, d'accord. C'était pas les meilleurs effets spéciaux. Non, mais après, à côté de ça, oui, sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, Gauthier, alors moi je voulais juste rajouter un truc, c'est que les huées à l'époque, elles venaient aussi, je pense, principalement il y avait un effet de groupe, voilà, tout le monde était au courant de ces trucs, mais moi à l'époque, je me souviens, je travaillais avec les exploitants de salles, en fait, dans une asso qui s'appelle l'AFCAE, l'Association française des cinémas d'art et essai, et j'ai vécu de l'intérieur le psychodrame de cette année-là, de 2017, avec les exploitants de salles qui pétaient les plombs en disant, mais en fait, vous nous assassinez, enfin, en tout cas, vous ouvrez la porte à un assassinat de notre profession en donnant l'autorisation à Netflix de débarquer comme ça, comme le loup dans la bergerie. Du coup, il y avait quand même un truc vraiment très porté, très politique, qui à l'époque, effectivement, s'expliquait. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que... oui, en fait, il mérite... Comment dire ? Pardon, je fais trop long, mais ils méritent des Oscars. Après, effectivement, est-ce que leur place est forcément dans les festivals? Alors pareil, à Cannes, c'est pas tellement qu'il ne veut plus de films Netflix ou de plateforme, c'est qu'en tout cas l'idée c'était pas en compète. Ils ont pas cet anoblissement de la compète. Encore une fois, je suis pas forcément d'accord avec ça aujourd'hui, mais à l'époque c'est ça qui avait fait gueuler, c'est que Okja était hors compète, mais par contre non, Okja était en compète, tout okay. comme Meyerowitz Story. Mais je pensais que c'était seulement Meyerowitz qu'il était. Mais, non, les deux étaient dans la compétition. Mais en tout cas voilà. Enfin mon propos c'est juste de dire maintenant tu peux plus savoir à l'avance ce qu'ils vont devenir ces films-là. Donc, et par ailleurs, le logo Netflix est toujours à Cannes cette année. C'était à un certain regard, je l'ai vu pour Quelques mots d'amour, un film de Rudy Rosenberg avec Avi Herzi, manifestement parce qu'il a été acquis par Netflix. Il n'a pas été produit, chez nous il sort en salle. Il y avait eu aussi Le Royaume en 2024, un film corse qui actuellement est disponible d'ailleurs sur Netflix. Donc voilà, après tu as ces histoires d'achat par les plateformes. Mais pour revenir à ta question, oui, bien sûr que les films mériteraient des Oscars parce que c'est des films. Encore une fois, ils le méritent. Ceux qui le méritent, et voilà quoi. Donc c'est vraiment, il faut que la qualité soit là. Mais disons que je suis pas partisan en tout cas de ce truc de Netflix qui cherche absolument à gagner un jour l'Oscar du meilleur film. Les gars, faites le meilleur film. Ouais. Démerdez-vous, c'est difficile en fait. Et ça rejoint cette idée d'ubérisation du cinéma. On connaît toutes les polémiques sur leur cahier des charges. C'est Matt Damon et Ben Affleck qui en parlaient récemment au moment de la sortie de The Rip, où ils disaient on nous sort un cahier des charges en nous disant toutes les 5 minutes il faut rappeler où on en est dans l'intrigue, etc. Parce que les mecs ils scrollent pendant qu'ils regardent. Exactement, donc c'est terrible ça, tu vois. Et là tu te dis en fait déjà éviter de faire ce genre de conneries, et à ce moment-là on pourra parler Oscar, sélection dans des festivals sans problème, tu vois. Mais et je dis ça, j'aime bien The Rip. Mais... Merci Emmanuel. C'était ton interview originale. C'était beaucoup trop long, j'imagine. J'ai passé les 5 minutes. Mais... Tout va bien. Merci beaucoup. C'était donc Original saison 2, épisode 39. On remercie donc tout d'abord Emmanuel Raspienjas, journaliste indépendant et critique donc chez Positif, qui était notre invité aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir fait venir. On remercie aussi notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Salut les copains, merci beaucoup. On les aime beaucoup. Ainsi que Magic Andou au montage. Plein de bisous à Andou. Qui existe alors. Oui, c'est un peu notre ami imaginaire collectif, mais je crois qu'il existe. Mais il a un logiciel de montage. C'est ça. Et il fait ça très bien, on l'embrasse. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Vive Jason Statham.